Vous l'avez compris, le sujet du jour, c'est le cercle, plus précisément le début de son histoire. Comment en est-on arrivé à reconnaître que le rapport de la circonférence au diamètre est constant, que celui de l'aire au carré du rayon est le même? Comment a-t-on fait pour trouver des valeurs approchées de ce rapport, alors qu'on ne pouvait pas le calculer exactement? Je ne sais pas d'où nous vient le cercle. Il est probable que la notion a accompagné toutes les civilisations depuis leur début. Elle était peut-être associée au départ au Soleil. En tout cas, on retrouve un disque dans les représentations du dieu Soleil, aussi bien en Égypte qu'en Mésopotamie. Au-delà de la représentation du Soleil, les cercles ou les disques ont aussi servi de support aux premières représentations astronomiques, comme sur cette tablette circulaire représentant la voûte stellaire. Les Mésopotamiens ont élaboré une vision du cosmos à base de sphères concentriques, dont les Grecs ont hérité après eux. Modulo quelques variations entre Thalès et Ptolémée, le cosmos est resté organisé en cercles concentriques jusqu'à la révolution copernicienne. Les Chinois ont eux aussi développé une vision du monde en cercles concentriques, sans qu'il soit possible de déterminer une influence extérieure. De même, dans la mythologie indienne, le Vishnu Purana affirme que 7 continents en forme d'anneau sont entourés d'autant de mers. On ne s'étonne donc pas de rencontrer dans les recueils de problèmes mésopotamiens des questions sur des cercles concentriques. C'est le cas pour le problème dont vous voyez la figure. Voici l'énoncé. Une ville, un cercle de une soixantaine de circonférences j'ai tracé autour. De 5 de toutes parts je me suis éloigné et j'ai construit une tranchée. 6 est la profondeur. De 5 de toutes parts je me suis éloigné au-delà de la tranchée. J'ai construit une digue. On demande la hauteur et la profondeur de la digue et sa circonférence. Voici le début de la solution. Lorsque la circonférence est une soixantaine, la transversale, c'est-à-dire le diamètre, combien? Un tiers de 60, la circonférence, soustrait. 20 tu trouves. 20 est la transversale, 5 la couronne circulaire double, 10 tu trouves. 10 à 20, la transversale ajoute, 30 tu trouves. C'est la transversale. Triple, 1,30 tu trouves. 1,30 est la circonférence de la tranchée. Bien, un peu de paraphrase n'est pas inutile. Si la circonférence est 60, le diamètre est obtenu en prenant le tiers, soit 20. On ajoute 2 fois 5 à ce premier diamètre de 20, on obtient un second diamètre de 30 que l'on multiplie par 3 pour arriver à la seconde circonférence. Ah mais attendez, cela veut-il dire que le rapport de la circonférence au diamètre est 3? Eh bien oui, pour les Mésopotamiens c'est le cas, dans la plupart des exemples. Oui, mais 3, c'est le rapport exact de la circonférence au diamètre pour un hexagone régulier. Le rapport ne peut être que plus grand pour un cercle. Les Mésopotamiens ne le savaient donc pas? Ah si, au moins une tablette donne une valeur corrigée pour pi égale à 3 plus 1 huitième. Et les Égyptiens? On n'a que très peu d'écrits mathématiques et aucun ne parle de rapport de la circonférence au diamètre. Pourtant, les Égyptiens connaissaient le cercle autant que les Mésopotamiens. Regardez ce disque décoré de 3 frises concentriques. La plus petite comporte 17 petits carreaux.
la seconde 26, la dernière 33. Rien n'interdit d'imaginer qu'en utilisant un petit carreau comme unité de mesure, on puisse établir un rapport entre la circonférence mesurée en nombres entiers et le diamètre. Cette plaque de ceinture datant de l'âge du bronze a été trouvée au Danemark. Elle porte 4 décorations concentriques, chacune formée de fines spirales. Le second cercle à partir du centre porte 22 spirales. Voici un détail des spirales gravées. Il est tentant d'imaginer que l'artisan était assez habile et précis pour graver 8 spirales en travers du cercle de 22. Il aurait obtenu une figure ressemblant à celle-ci. Comptons en multiples de la distance entre deux points noirs. Le diamètre vaut 7 et la circonférence 22. Donc, le rapport de la circonférence au diamètre est 22 septièmes, soit une erreur relative par rapport à pi inférieure à 1,5 pour 1000. Rien là-dedans qui ne soit à la portée d'un décorateur égyptien ou danois. Eh oui, mais voilà, ce genre de reconstitution a posteriori, pour séduisante qu'elle soit, n'a aucune base historique. Rien ne permet d'affirmer que les Danois de l'âge du bronze, malgré leurs magnifiques plaques gravées, s'étaient posé la question du rapport de la circonférence au diamètre. Il n'est nulle part question du calcul d'une circonférence en fonction du diamètre dans ce qui nous est parvenu des Égyptiens. Par contre, ils avaient un algorithme de calcul approché pour l'aire d'un disque en fonction de son diamètre. Le problème 50 dans le papyrus Rhind demande de calculer l'aire d'un champ rond de diamètre 9. Voici la solution. Ôte 1/9 du diamètre, soit 1. Le reste est 8. Multiplie 8 par 8, cela fait 64. Donc le champ contient 64 cétates de terre. Remarquez que l'aire s'exprime comme résultat d'un algorithme, non pas comme le carré du diamètre ou du rayon multiplié par une constante. Mais pour nous qui voulons comparer, l'algorithme revient à multiplier le carré du diamètre par le carré de 8/9, ou bien le carré du rayon par 256 sur 81, ce qui vaut environ 3,16. Je vous épargne les hypothèses sur les raisonnements qui auraient pu amener les Égyptiens à ce 256 sur 81. Bien que séduisantes, elles ne me paraissent pas plus convaincantes que la figure justifiant le 22 septième que je vous ai servi plus tôt. Chez les Indiens, la religion védique avait codifié les usages géométriques pour la construction des autels destinés aux cérémonies. Ces enseignements religieux ou sutras s'appellent des Shulba Sutras, le mot Shulba signifiant corde. Voici ce qu'on lit dans les Shulba Sutras de Manava, qui écrivait environ 2 siècles avant Pythagore. La 5e partie du diamètre, ajoutée à 3 fois le diamètre, donne la circonférence d'un cercle. Il ne reste pas la longueur d'un cheveu. Ça dépend du cheveu. 3 plus 1/5, cela fait 3,2, et ce qui n'est pas exactement 3,14. Les Shulba Sutras ne donnent pas de formule pour la surface, mais expliquent comment transformer un cercle en un carré de surface équivalente et réciproquement. Si on désire transformer un carré en un cercle, une corde dont la longueur est la moitié de la diagonale doit être tendue du centre vers l'est. On lui ajoute un tiers de ce qui reste hors du carré. Le cercle désiré est tracé. Disons que le carré soit de côté 2, sa demi-diagonale vaut racine de 2,
Le rayon du cercle proposé pour que sa surface vaille 4, c'est 1 plus 1 tiers de racine de 2 moins 1. Cela revient à prendre pi égale 3,0883. La réciproque est plus compliquée. Pour transformer un cercle en un carré, le diamètre est divisé en 8 parties. Une de ces parties, après être divisée en 29 parties, est réduite de 28 d'entre elles, et encore par le sixième de ce qui reste, moins le huitième de ce sixième. Vous voyez la traduction. Si D est le diamètre, on donne le côté du carré en fonction de D. Les deux transformations de carré en cercle et de cercle en carré sont cohérentes. On en déduit presque la même valeur approchée de pi, 3,0883. Je n'ai pas trouvé d'indication sur la mesure du cercle chez les Grecs avant Archimède. C'est d'autant plus étonnant qu'ils s'étaient occupés de la quadrature du cercle au moins depuis le temps de Pythagore. Mais leur vision restait géométrique et non numérique. La première avancée a été la méthode d'exhaustion. D'après des sources qui, comme d'habitude, datent de plusieurs siècles après les faits, la méthode d'exhaustion serait due à Eudoxe de Cnide, un contemporain de Platon. L'idée consiste à encadrer un cercle par des polygones réguliers, inscrits et circonscrits, puis à augmenter le nombre de sommets. La première application qui nous soit parvenue se trouve au début du livre 12 des éléments d'Euclide. Il s'agit de démontrer que le rapport des surfaces de deux cercles est le carré des rapports de leur diamètre. Le résultat a été démontré au livre 6 pour un polygone. Et il s'agit donc de passer à la limite. Euclide met en place une double démonstration par l'absurde pour justifier que la différence d'aire entre le polygone et le cercle peut être rendue arbitrairement petite. Voici l'illustration qui figure dans la traduction d'Al-Toussi. Elle suit exactement le texte d'Euclide. D'abord un carré inscrit et circonscrit, puis on partage chacun des angles en deux pour faire des octogones, et on itère le procédé. Alors vint Archimède. De la mesure du cercle. Vous voyez ici le début qui contient l'énoncé de la proposition 1. Un cercle quelconque est égal à un triangle rectangle dont un des côtés de l'angle droit est égal au rayon de ce cercle et dont l'autre côté de l'angle droit est égal à la circonférence de ce même cercle. Personne jusque-là, pas même Euclide, n'avait affirmé que le rapport de la circonférence au diamètre était le même que le rapport de l'aire au carré du rayon. Et c'est ce que dit cet énoncé. Quand on y pense, que ce résultat ne figure pas chez Euclide est d'autant plus étonnant qu'il est tout à fait proche de la proposition 2 du livre 12 que nous avons vue plus tôt. La démonstration nous paraît simple. Pour un polygone régulier, l'aire est égale à la moitié du périmètre multiplié par le rayon du cercle inscrit, et il suffit de passer à la limite. Certes, mais la notion de limite n'existait pas encore, et Archimède utilise une double démonstration par l'absurde, exactement comme Euclide. Voici le même résultat justifié graphiquement dans un manuel japonais de l'ère Edo. Le cercle est divisé en petits secteurs blancs et noirs qui sont ensuite réagencés en un quasi-rectangle, dont un des côtés est la moitié de la circonférence, l'autre est le rayon. Pour la compréhension visuelle, on peut préférer cette version. Mais lisez tout de même Archimède et Euclide et admirez l'exigence de rigueur des Grecs. Le véritable exploit d'Archimède n'est pas sa proposition 1, c'est la proposition
3. La circonférence d'un cercle quelconque est égale au triple du diamètre réuni à une certaine portion du diamètre qui est plus petite que le septième du diamètre et plus grande que les 10/71 de ce même diamètre. Autrement dit, pi est compris entre 223/71 et 22 septièmes. Pour arriver à cet encadrement, qu'il démontre de manière parfaitement rigoureuse, Archimède utilise la méthode d'exhaustion. Il commence par des hexagones, puis il démultiplie 4 fois. Cela revient à considérer des polygones à 96 côtés. Le calcul exact de la circonférence fait appel à des racines carrées qu'il encadre à chaque étape précisément, à l'aide des solutions de l'équation de Pell-Fermat. Mais si, vous savez bien, je vous ai déjà parlé de son problème des bovins d'Hélios, non? L'exploit d'Archimède n'a été surpassé en Europe qu'au XVIIe siècle, et encore, la plupart de ceux qui s'y sont attaqués ont suivi la méthode des polygones réguliers. Archimède était sans doute bien conscient qu'elle pouvait permettre de faire mieux si besoin. Je ne vais pas détailler toutes les tentatives d'amélioration des successeurs d'Archimède, ce serait lassant. Il me semble tout de même que les frères Banu Moussa méritent une mention spéciale. Ce sont ces 3 frères que le calife Al-Mamoun avait chargé de rassembler à Bagdad tout ce qu'ils trouveraient comme manuscrits et comme savants dans le monde musulman. Savants eux-mêmes, ils ont inventé toutes sortes de mécanismes dont je vous parle ailleurs. Ils ont aussi écrit un livre qui reprend les résultats d'Archimède sur le cercle, le cône, le cylindre et la sphère. Leur livre s'appelle « Pour connaître l'ère des figures planes et sphériques ». Voici leurs commentaires sur la méthode d'Archimède. Calculons ensuite le rapport du diamètre au périmètre par la méthode appliquée par Archimède. Même si cette méthode ne conduit pas à connaître la grandeur de l'un par rapport à l'autre, pour que celle-ci soit conforme à la vérité, elle conduit cependant à déterminer la grandeur de l'un par rapport à l'autre avec n'importe quel degré d'approximation voulu par celui qui cherche. Ils sont donc conscients, d'une part, que la méthode d'exhaustion ne conduit pas à la valeur exacte de pi, d'autre part, qu'elle permet de s'en approcher indéfiniment. Dans la traduction latine par Gérard de Crémone, on trouve le paragraphe suivant. Si on voulait atteindre une approximation avec n'importe quelle limite désirée, cela pourrait être fait avec la méthode que Archimède a donnée. Et cette méthode d'approximation est utilisée dans tous les calculs impliquant des quantités irrationnelles, quand on souhaite calculer avec une telle quantité. Ce passage semblerait donc indiquer que les frères Banu Moussa avaient conscience, d'une part, de l'irrationalité de pi, d'autre part, qu'une méthode d'approximation permettait d'approcher n'importe quelle quantité irrationnelle. Oh, en fait d'approximation, les Chinois avaient depuis longtemps dépassé Archimède. Mais ça, bien sûr, les frères Banu Moussa ne pouvaient pas le savoir. Quand il s'agit de chinois, je vous parle presque à chaque fois des 9 chapitres et des commentateurs. C'est souvent le premier d'entre eux, Liu Hui, qui est à l'honneur. Mais la version dont nous disposons nous vient d'un autre commentateur, Li Shunfang, qui a écrit au 7e siècle. Entre les deux, un autre mathématicien, Zhu Shangji, avait lui aussi travaillé sur les 9 chapitres. Sur la géométrie du cercle, c'est ce dernier qui avait fait le travail le plus impressionnant. Voici ce qu'en dit Li Shunfang, respectueusement bien sûr.
Li Shunfeng et ses associés commentent respectueusement. Diamètre 1, circonférence 3. La constitution interne n'est pas précise. Liu Hui l'a sans doute trouvée trop grossière, en conséquence de quoi il a modifié et développé ses lus. Quoique Liu Hui ait produit ces deux méthodes, en fin de compte, il n'a pas été en mesure d'épuiser les parts infimes correspondantes. Zhu Shongji, trouvant que tout cela n'était pas assez précis, en a exploré plus avant les valeurs, en suivant la même méthode. Quelle méthode? Exactement la même que celle d'Archimède. Partir d'un hexagone inscrit dans le cercle, puis couper en deux chaque angle, puis itérer. Liu Hui a poussé jusqu'à plusieurs milliers et Zhu Shongji jusqu'à des dizaines de milliers de côtés. Le résultat est au rendez-vous. Avec ses polygones et ses approximations, Liu Hui était parvenu aux 4 décimales, 3, 14, 16. 2 siècles plus tard, Zhu Shongji avait atteint la précision de 10-7. Li Shunfeng, dans ses commentaires respectueux, se contente de corriger la valeur traditionnelle de 3 en la remplaçant par 3,14, ou bien par ce qu'il appelle le lu plus précis, qui est la version simplifiée de Zhu Shongji, 22 septièmes. Cette valeur de 22 septièmes, commune à Archimède et Zhu Shongji, a été utilisée pendant des siècles, tant pour les calculs pratiques que pour l'enseignement. Voici par exemple ce qu'en dit Nicolas Chuquet dans son Tripartie en la science des nombres, 17 siècles après Archimède, 1000 ans après Zhu Shongji. On doit savoir que 7 de diamètre donne 22 de circonférence, et aussi que 22 de circonférence donne 7 de diamètre. Chuquet détaille longuement le calcul de l'aire, de la circonférence ou du diamètre quand on connaît une autre de ces données. Toujours en utilisant la valeur approchée de 22 septièmes. Puis il conclut. Toutefois, l'on doit comprendre que toutes les règles précédentes pour la figure circulaire sont commodes et très proches de la vérité. Les anciens les ont utilisées. Les modernes les utilisent encore, à défaut de meilleures règles. Car la quadrature du cercle est une science qui n'est pas encore trouvée. Allez, un petit poème pour la route. Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. Glorieux Archimède, artiste ingénieux, toi de qui Syracuse aime encore la gloire, soit ton nom conservé par de savants grimoires. Bon, j'arrête là, ce n'est pas de la grande poésie. Le nombre de lettres de chacun des mots donne les décimales successives de pi. Et il existe un poème analogue en anglais, long de 4000 mots. Ah, si le cœur vous en dit, il y a là un record à battre. Et je doute que vous arriviez au bout des dizaines de milliers de milliards de décimales qui ont été calculées ces dernières années.